Bonjour et bienvenue à tous pour ces tout derniers éphémérides de l'année, ceux de décembre 2021. Alors, ce mois-ci, ça fait 3 ans que nous avons notre chaîne Astronature 49 et donc que nous vous présentons chaque mois les éphémérides. Donc nous sommes très heureux que vous soyez toujours à nous suivre. Et ce mois-ci, eh bien, au programme, nous allons notamment voir la comète Léonard, qui passe dans le ciel en ce mois de décembre. Et aussi, nous pourrons voir différentes pluies d'étoiles filantes comme les Géminides. Nous vous détaillerons aussi d'autres événements, bien sûr. Ensuite, après ces événements, nous allons détailler la visibilité de chaque planète du système solaire. Et bien sûr, nous ferons un résumé de l'activité du Soleil du mois précédent. Et enfin, pour terminer ces éphémérides, eh bien, nous vous présenterons une belle photo que Mathieu a choisie. Et donc pour commencer tout de suite, eh bien, nous allons commencer avec l'événement du 6 décembre 2021, qui est l'éclat de Vénus qui atteint son maximum. Alors est-ce qu'on peut en parler rapidement, Mathieu? Oui, alors justement, l'éclat de Vénus ça va atteindre moins 4,7 de magnitude. Ça commence à être très très important. C'est le maximum en fait que puisse atteindre la planète Vénus. C'est aussi la brillance maximale que peut atteindre un astre stellaire dans notre ciel, hormis bien évidemment les supernovas, le Soleil et la Lune. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Vénus? Eh bien, assez bas sur l'horizon sud-sud-ouest, mais immanquable dans le ciel. Euh, juste au-dessus, à droite, vous pourrez admirer un très fin croissant lunaire au crépuscule. L'effet de perspective est saisissant à l'œil nu, mais au télescope, eh bien, vous vous rendrez mieux compte de l'échelle des distances. La planète Vénus se présente aussi d'ailleurs sous forme d'un croissant, petit mais plus épais que celui de la Lune. D'accord, voilà donc pour ce qu'on peut dire de cette planète Vénus. Et de toute manière, on en reparlera un peu dans ces éphémérides, puisque nous aurons l'occasion aussi de la revoir plus tard dans le mois. Nous allons maintenant passer à l'événement du 12 décembre, et c'est la comète C 2021 A1 Léonard qui s'approche au plus près de la Terre. Alors, peux-tu nous dire à quelle distance de la Terre précisément elle s'approche? Eh bien, elle s'approchera à un petit peu moins de 35 millions de kilomètres. D'accord, donc avant d'arriver au plus près de la Terre, elle doit visiter d'autres objets du ciel, je crois. Oui, effectivement, et ce sera l'occasion justement de prendre de belles photos. Alors, il y a des événements passés hein, déjà. Il y en a deux que j'ai retenus. Le 24 novembre, alors c'est largement passé pour nous, au moment où on enregistre en tous les cas, puisque le 24 novembre, eh bien, il y a un passage notamment avec NGC 4631, qui est autrement appelé la galaxie de la baleine, qui sera donc en arrière-plan, évidemment, puisqu'on a toujours cet effet de perspective. Et puis le 3 décembre, elle frôle l'amas globulaire M3, toujours par effet de perspective. On rappelle que ces objets, hein, que ce soit l'amas globulaire ou que ce soit les galaxies, eh bien, sont situés beaucoup plus loin dans l'espace que ne l'est la comète. Hein. Je le disais tout à l'heure, 35 millions de kilomètres. C'est très, 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 très loin pour nous, évidemment, mais à l'échelle de l'univers, c'est tellement proche. D'accord. Alors, comment trouver la comète dans le ciel? Alors, eh bien, en fait, elle va descendre sur l'horizon est au fil des jours jusqu'à son rapprochement minimal avec la Terre. Donc, elle va d'abord traverser visuellement la constellation du Bouvier début décembre. Donc, Arcturus, qui est sa représentante la plus brillante, eh bien, servira de repère de base. Et puis, entre le 9 et le 13 décembre, eh bien, Léonard dévale à grande vitesse les constellations du Serpent et du Serpentaire. Je rappelle que
Une comète, ça va très très vite dans le système solaire, d'autant plus qu'elle se rapproche du Soleil. Donc en fait, plus la comète va se rapprocher du Soleil, plus elle va aller vite relativement au Soleil, mais aussi plus elle va aller vite, et c'est normal, dans le ciel. Donc les jours passant, vous allez avoir un écart de plus en plus grand entre sa position de la veille et sa position du lendemain. Et puis, donc, entre le 9, donc, entre le 9 et le 13, hein, donc elle va dévaler donc, les constellations du Serpent et du Serpentaire. Et puis, à ce stade, donc, passé le 12 décembre, la comète s'approche visuellement, cette fois-ci trop près du Soleil, pour rester visible. Le mieux est donc de la chercher avant la montée de l'aurore, en toute fin de nuit, au-dessus de l'horizon est, avant cette date. Alors, vers quelle heure à peu près? Dans les environs de 7 heures, parce que 7h30, eh bien, le ciel n'est déjà plus tout à fait noir à cause de la montée de l'aurore. Et si vous faites trop tôt, avant 6h30 par exemple, eh bien, la comète sera un petit peu trop basse encore sur l'horizon pour pouvoir être admirée dans toute sa splendeur. Donc, je conseillerais dans les alentours de 7 heures environ. Vous avez une marge d'à peu près une demi-heure, ce qui est quand même assez court en ce début décembre jusqu'au 12-13 décembre. Voilà, donc se lever un peu tôt pour pouvoir essayer de l'observer. Alors, à quel spectacle on peut s'attendre du coup? Alors, les prévisions les plus optimistes tablent sur une magnitude de plus 4. Alors, on verra, hein, parce que les comètes, malheureusement, leur éclat est assez aléatoire. On a des comètes qui se révèlent beaucoup plus spectaculaires que prévu, et à l'inverse, on avait parié sur des comètes qui auraient pu être très spectaculaires et qui finalement ont été des flops. On se souvient peut-être de 2 comètes en particulier de l'année dernière qui avaient été le cas. Neowise, on ne l'attendait pas du tout, et pourtant l'été 2020, eh bien, elle a sublimé nos soirées d'été, donc c'était fantastique, on ne s'y attendait pas, c'était une très belle surprise. Et à l'inverse, un petit peu avant Neowise, au printemps 2020, eh bien, on avait beaucoup parlé de la comète Atlas, qui aurait dû atteindre des magnitudes assez extraordinaires selon les prévisions. Et puis finalement, ça a été un flop total. Elle n'a même pas montré le bout de son nez à l'œil nu. Et aux jumelles, elle était restée très, très discrète. Donc en fait, c'est très aléatoire. Alors, logiquement, là, en ce début décembre, on devrait s'attendre à ce, en tous les cas, comment dirais-je, la comète est à l'heure actuelle en train d'avoir une montée en magnitude qui est quand même assez spectaculaire. Donc, on peut s'attendre à ce que les prévisions optimistes soient relativement exactes, à 1 ou 2 magnitudes près en tous les cas. Voilà. Donc, la magnitude plus 4, donc, elle est attendue entre le 10 et le 13 décembre. Avant, évidemment, elle sera moins lumineuse, donc elle va augmenter au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher de la Terre et donc du Soleil. Et il faut rappeler que Neowise, eh bien, pour comparer un petit peu avec elle, Neowise avait atteint la magnitude plus 1. Donc on est assez loin de la magnitude que Neowise avait eue. Mais même si cela permettrait théoriquement de l'admirer à l'œil nu, la comète Léonard, eh bien mieux vaudra à minima une paire de jumelles, voire un télescope, pour pouvoir en profiter pleinement. Ouais, exactement. Et du coup, la prochaine étape pour la comète Léonard, c'est la planète Vénus. Oui, c'est ça. Ouais, ce sera la prochaine étape. Et alors, elle doit s'approcher à 4 millions de kilomètres de Vénus. Donc, ça commence à être assez intéressant. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 14 décembre, hein, pour commencer, là, la comète Léonard va basculer dans le ciel du soir et en restant très basse sur l'horizon ouest, sud, ouest. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, alors, bon, son éclat pourra peut-être encore nous surprendre, mais il faudra être motivé parce que la lumière crépusculaire et le dégagement
seront deux obstacles majeurs. Donc le 18, eh bien là, ça devient intéressant puisque elle s'approche de Vénus. Alors, en apparence visuelle dans le ciel, hein, mais aussi en réalité. Donc, si on prenait le système solaire en 3D, parce qu'en fait, elle s'approche de Vénus à 4 millions de kilomètres. Donc là, c'est beaucoup plus près de Vénus que de la Terre. Et en fait, ce sera d'ailleurs le rapprochement d'une comète avec Vénus le plus spectaculaire de l'histoire astronomique humaine, hein, bien évidemment. Donc, ça va être très. On n'ose même pas imaginer le spectacle que ça va être depuis la planète Vénus. Bien malheureusement, je pense que pour ceux qui voudraient aller sur Vénus pour observer ce phénomène, eh bien, ça ne va pas être la joie parce que au sol de Vénus, on ne verra pas grand-chose. Déjà parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour s'y poser, mais en plus de ça, même si on parvenait à s'y poser, eh bien, les nuages nous boucheraient la vue. Donc, en fait, l'idéal, si vous voulez observer la comète Léonard depuis Vénus, eh bien, ce sera uniquement, malheureusement, en orbite. J'en ai bien peur. Voilà. Et donc, ensuite, les étapes suivantes, c'est quoi? Eh bien, le 3 janvier, donc là, on fait un petit bond dans le temps, la comète va passer au plus près du Soleil cette fois. Alors, 92 millions de kilomètres, c'est quand même assez loin du Soleil, vous me direz. C'est quand même proche, puisque 92 millions de kilomètres, c'est quelque part entre Vénus et Mercure. On rappelle que Vénus, elle est à un petit peu plus de 100 millions de kilomètres du Soleil, alors que Mercure navigue à environ 60 millions de kilomètres du Soleil. Alors, si elle est encore visible, cette comète Léonard, eh bien, ce sera uniquement depuis l'hémisphère sud. Malheureusement, dans l'hémisphère nord, ce sera terminé. Donc, si vous voulez saisir Léonard, eh bien, ce sera uniquement début décembre et jusqu'au 13 uniquement, ou peut-être un petit peu après, mais il va falloir se presser. Puis de toute façon, elle aura basculé du côté de l'horizon ouest et ce sera observé donc le soir uniquement. Voilà, donc d'accord, tout ce qu'on peut dire sur cette comète. Et est-ce qu'on peut préciser du coup la météo, est-ce qu'elle sera bonne pour pouvoir l'observer? Ah, ça, c'est la grande inconnue, évidemment. D'autant plus que là, nous sommes actuellement dans des conditions météorologiques plutôt capricieuses. Et c'est vrai que malheureusement, le mois de décembre, dans notre pays et dans notre hémisphère, eh bien, c'est un mois qui est difficile météorologiquement. Il faut malheureusement qu'on compose beaucoup avec les nuages et on n'est pas à l'abri non plus de pluie. Donc, il va falloir guetter la moindre éclaircie. L'astrophoto serait vraiment l'idéal dans le cas de NeoWise. Malheureusement, est-ce que le temps sera de la partie? Et puis, même si le temps était de la partie, les pauses seront plutôt courtes pour photographier NeoWise. Donc, malheureusement, on devra peut-être, pour la plupart d'entre nous, en tous les cas, sauf pour ceux qui sont vraiment motivés, se contenter d'observations visuelles uniquement. Voilà, d'accord, c'est ça. Alors maintenant, nous passons au troisième événement de décembre et c'est le 14, ce sont les Géminides qui font le show pour le plaisir des yeux. Alors, quels détails on peut donner pour ces Géminides? C'est un essaim météoritique dont on parle tous les ans, régulièrement. Hein. Ça se produit tous les ans, comme tous les essaims météoritiques, tous les ans à la même période de l'année. Les Géminides, c'est l'un des essaims qui est le plus joli à observer. C'est dommage qu'il ne soit pas plus populaire. On aime mieux les Perséides parce que les Perséides se situent aux alentours, enfin se situent en pleine saison estivale, hein, en plein mois d'août. Et donc évidemment, c'est plus intéressant pour tout le monde d'observer au mois d'août, les conditions météorologiques étant plus favorables, et puis voilà, les températures étant aussi beaucoup plus propices à poser à mettre le camp dehors, évidemment. Donc, les Géminides, en fait, ont lieu à quelle période? Parce que le pic, c'est le 14, donc c'est là où on va en observer le plus, mais en fait, ça a lieu entre le 7 et le 17 décembre. Donc, on a une certaine marge de manœuvre pour les observer.
Et il vaut mieux parce que, je le rappelle, hein, voilà, le mois de décembre, météorologiquement, c'est un peu la cata. Alors, le taux horaire zénithal moyen, on s'attend à environ 120 météores par heure. Voilà, c'est la règle ces dernières années. Ça évolue au fil des années, on le rappelle, mais là, ces dernières années, ça se stabilise autour de 120 météores par heure. Avec une vitesse de 35 km par seconde, là, c'est intéressant parce que ce sont les étoiles filantes les plus lentes quasiment de l'année. Donc, c'est encore plus agréable à observer quand on a le temps de les voir, évidemment. Parce que quand vous avez des essaims météo, quand vous avez des météores qui tombent à 60-70 km par seconde, en fait, vous avez juste le temps de les voir du coin de l'œil, mais vous n'avez pas le temps de vous retourner pour les voir. Alors évidemment, les géminides, même avec 35 km par seconde, ça reste toujours extrêmement rapide, mais ce sera déjà un petit peu plus confortable à observer. Le radian de ces géminides, donc le point d'où semble provenir spatialement cet essaim météoritique, eh bien, c'est tout près de l'étoile Castor, qui est l'une des deux grandes étoiles de la constellation des Gémeaux. Alors, c'est à observer plutôt en fin de nuit, à partir de 5 heures du matin. La Lune sera couchée et les Gémeaux haut dans le ciel. En parlant de la Lune, je rappelle qu'elle sera gibbeuse ce jour-là. Donc, elle va avoir une phase d'à peu près 85%, donc une phase gibbeuse croissante. Et elle se couche donc à 4h57 le matin du 15 décembre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette pluie d'étoiles filantes et qui sera donc jolie à observer. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc nous passons à la saison hivernale, et ce solstice est à 16h59 en heure locale. Maintenant, le 22 décembre, ce sont les Ursides qui mettent de l'ambiance dans le ciel étoilé. Alors, une autre pluie d'étoiles filantes. Donc là, pareil, quels sont les détails qu'on peut donner du coup sur cette pluie d'étoiles filantes? Eh bien là, c'est un essaim météoritique qui va être nettement plus discret que les Géminides. Par contre, l'avantage, c'est que cet essaim ne se confond pas vraiment avec les Géminides, donc ça a lieu juste après, en fait, dans la foulée des Géminides, puisque la période des Ursides, eh bien, c'est entre le 17 et le 26 décembre, avec un pic, comme on vient de le dire, donc le 22. Leur vitesse est également très faible, 33 km/s, à croire que l'hiver les températures qui refroidissent eh bien, rendent les étoiles filantes un petit peu moins vives. Alors, le taux horaire zénithal, donc lui, il est nettement plus faible que celui des Géminides, ce qui est logique, hein. Là, on s'attend à 10 météores par heure, avec un pic, donc le 22 à 50 météores par heure. Donc, ça reste le deuxième essaim météoritique le plus important du mois de décembre. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, parce que ça peut être aussi intéressant à observer que les Géminides, même s'il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps pour observer le passage de deux étoiles filantes. Alors, le corps parent, donc, qui est à l'origine de cet essaim météoritique, eh bien, c'est la comète 8P Tuttle. Petite info, bonne à savoir. Le radian, lui, eh bien, il se situe tout près de l'étoile Kochab, de la constellation de la Petite Ourse. Alors, l'étoile Kochab, c'est une des deux étoiles les plus brillantes de la Petite Ourse. Je rappelle que l'autre étoile la plus brillante, c'est, on la connaît tous, l'étoile polaire, Polaris, qui, elle, est située donc dans la queue, au bout du manche de la Petite Ourse, de la constellation de la Petite Ourse, alors que Kochab, elle est située dans la casserole directement, dans un coin de la casserole de la Petite Ourse. Alors, la culminance du radian correspond malheureusement à la deuxième partie de nuit, qui malheureusement sera inondée par la lumière lunaire. Et quand on regarde un petit peu les détails de la Lune, eh bien, on s'aperçoit que la Lune est gibbeuse décroissante, avec une phase de 88%.
88%, et donc elle se lève le soir du 22 à 20h14, et malheureusement, quand elle va se coucher, il fera déjà jour. Donc il va falloir composer avec la lumière lunaire. Donc s'il fallait vous conseiller un des deux essaims météoritiques entre les Géminides et les Ursides, privilégiez les Géminides parce qu'il y aura plus de contenu à observer et un petit peu moins de lumière lunaire. Par contre, il faudra se lever de bonne heure le matin. Voilà. Mais cela dit, si vous avez la possibilité de décrocher quelques Ursides, eh bien, ce sera en tout cas un défi tout à fait symbolique pour vous. Voilà, exactement. Donc, pour pouvoir observer ces pluies d'étoiles filantes, on va pouvoir se lever un peu plus tôt. Alors, le 29 décembre, nous allons terminer par cet événement. C'est Mercure et Vénus qui se saluent de loin. Alors, comment vont être ces planètes dans le ciel? Alors, ça va être des conditions très difficiles d'observation. Deux raisons à cela, majeures. La première, c'est que l'espacement pas extrêmement serré, 1,2 degré entre les deux planètes. La deuxième raison, eh bien, c'est que sur l'horizon sud-ouest, au crépuscule, donc entre 17h et 18h30, donc le soir évidemment. Alors, face à l'événement, Vénus sera l'étoile la plus lumineuse, donc elle sera en haut à droite de la seconde, qui sera plus faible, mais de magnitude légèrement négative malgré tout. Ce qui sauvera peut-être d'ailleurs la mise, parce que dans les lueurs crépusculaires, avec la lumière solaire qui sera encore légèrement présente, il vaudrait mieux avoir des étoiles assez brillantes. Donc ça va être le cas pour l'une comme pour l'autre. Le mieux sera de voir les deux planètes à l'œil nu, car il sera difficile de les faire entrer ensemble dans l'objectif d'une paire de jumelles, et encore pire évidemment si vous utilisez un télescope. Toutefois, eh bien, aux jumelles, si elles sont de bonne facture optique, eh bien, vous devriez commencer à percevoir le croissant ultra fin de Vénus. Ce jour-là, il sera de 4% pour 1 minute d'arc de diamètre apparent. Donc, ça commence à être assez important, sachant que le spectacle sera d'autant plus saisissant au télescope, bien évidemment. Là, le croissant de Vénus vous apparaîtra évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus fin dans les détails. Donc, privilégiez évidemment un télescope pour observer Vénus. Ça en vaut vraiment le détour. Pour Mercure, à l'inverse, eh bien, le détail visuel restera maigre, même dans un bon télescope. D'accord, donc voilà ce qu'on peut dire de ces deux planètes qui se saluent. Alors voilà que sont terminés ces événements du mois de décembre. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission et donc commenter bien l'activité du Soleil du mois précédent, donc du mois de novembre. Oui, alors nous nous sommes quittés en octobre avec les questions et les menaces que faisait planer la tâche solaire AR 2887. Eh bien, il ne fallait pas attendre longtemps pour qu'elle sorte de l'ombre. Le 28 octobre, elle explose avec une violente éruption de classe X1. Contre toute attente, pas d'impact majeur sur la Terre. Nouvelle explosion de classe M1 le 1er novembre. Cette fois, notre biosphère n'échappera pas. Une tempête géomagnétique de classe G3 provoque des aurores boréales jusque très loin au sud, notamment en Californie ou au Nouveau-Mexique. Le 9 novembre, une autre forte éruption de type M2 se produit sur la face cachée du Soleil. Quelques pannes électriques et radio sur les Amériques, mais sans plus. Par contre, dans la foulée, des amateurs ont pu repérer de belles boucles post-éruption, des structures magnétiques complexes de type protubérance. Ensuite, ça se calme.
bien qu'un épisode de vent solaire dépasse les 600 km/s aux alentours du 20, les taches solaires se font plus rares, plus petites et nettement moins actives. L'activité du Soleil et ses mystères seront d'ailleurs un des sujets d'étude de la sonde spatiale Solar Orbiter, dont on avait déjà parlé dans une de nos émissions d'actualité astronomique, en bref, avec notre ami Pascal, que je salue d'ailleurs en passant, puisque cette sonde a effectué un passage rasant de la Terre le 27 novembre au petit matin, à 460 km d'altitude au-dessus de l'océan Atlantique, dans le cadre de son transit vers le Soleil et donc de son besoin d'assistance gravitationnelle pour se diriger vers celui-ci en économisant au maximum son carburant, bien évidemment. Alors, elle put même être observée par des astronomes amateurs en tant qu'étoile de 9e magnitude, donc pas besoin d'un gros télescope pour observer cette sonde spatiale. Malheureusement, elle ne repassera pas auprès de la Terre d'ici les années à venir. Voilà donc l'activité du Soleil. Donc merci Mathieu de nous avoir résumé cela. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir vous détailler la visibilité des corps principaux du système solaire. Et à commencer par la Lune. Alors, le 4 à 9h43, elle sera nouvelle. Et à 12h51, donc toujours le 4, la Lune sera au périgée. Le 11 à 3h35, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Le 18 à 4h16, la Lune est à l'apogée. Le 19 à 6h36, c'est la pleine Lune. Et le 27 à 4h24, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Alors, pour ce qui est de Mercure, au début du mois, elle sera inobservable. Et à la fin du mois, elle sera difficilement visible au coucher du soleil. Vénus, elle sera visible en tout début de soirée au début du mois. Et à la fin du mois, elle sera difficilement visible au coucher du soleil. Mars, durant le mois de décembre, eh bien, elle sera difficilement observable peu avant le lever du soleil. La planète naine Cérès, elle sera observable toute la nuit au début du mois et pratiquement toute la nuit à la fin du mois. L'astéroïde Pallas, on pourra l'observer en première partie de nuit au début du mois et à la fin du mois, on pourra l'observer seulement en début de nuit. Junon, on pourra l'observer en début de soirée au début du mois et à la fin du mois, elle sera malheureusement inobservable. Et l'astéroïde Vesta sera inobservable tout le mois. La planète Jupiter, alors elle sera observable en première partie de nuit au début du mois et en fin de mois, on pourra l'observer en début de nuit seulement. Saturne, elle sera observable en début de nuit au début du mois et vraiment en tout début de soirée à la fin du mois. Uranus, on pourra l'observer pratiquement toute la nuit en ce mois de décembre. Neptune, on pourra l'observer en première partie de nuit. Et enfin Pluton, elle sera observable en début de nuit au début du mois et inobservable à la fin du mois. Voilà donc que se terminent ces éphémérides du mois de décembre 2021. Et avant de les clôturer, eh bien, nous allons vous présenter cette photo du ciel que Mathieu a décidé de nous présenter. Alors, qu'est-ce que j'ai pu choisir pour ce mois de novembre? J'ai shooté plusieurs cibles le mois dernier. J'aurais pu vous présenter une photo de l'astéroïde Cérès qui passait pas très loin de l'étoile Aldébaran au début du mois dernier. J'aurais aussi pu vous présenter de très belles photos d'Uranus et de Neptune que j'ai shootées puisque c'est la période de leur passage à l'opposition avec la Terre et le Soleil.
Mais je vous laisserai évidemment admirer ces belles photos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Non, j'ai préféré vous montrer une autre cible que j'ai pointée le mois dernier, dont on n'avait peut-être pas... On en avait parlé, hein, je crois, dans les éphémérides. Mais en fait, ça fait la suite logique de l'événement principal de ce mois de décembre, qui était la comète Léonard, hein, puisque la comète Léonard se pose clairement en comète de l'année 2021. Ce sera la plus brillante, quoi qu'il arrive, de l'année 2021. La plus jolie aussi à observer sans doute, peut-être aussi la plus difficile, malheureusement. Mais des comètes, il y en a eu d'autres dans l'année, et notamment au mois de novembre, il y en avait plusieurs, mais il y en a une en particulier qui était relativement bien accessible pour les amateurs. Alors, pas à l'œil nu, malheureusement. Aux jumelles, ça aurait été assez compliqué aussi. Par contre, avec un petit télescope, eh bien, vous auriez pu y avoir accès visuellement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une photo au foyer de mon 150-750. C'était la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko. Alors, spectaculaire, non, pas vraiment. Par contre, c'est tout un symbole, puisque c'est là qu'en 2014 et 2015, jusqu'en 2016 d'ailleurs, hein, l'Agence spatiale européenne a posé son tout premier rover, non, son tout premier atterrisseur, pardon, sur une comète, quelque chose d'exceptionnel. On se rappelle sans doute de cette mission Rosetta, qui était en orbite autour de cette comète, qui nous a montré des photos magnifiques, et surtout de son fameux atterrisseur de tous les records, Philae, qui s'est posé à sa surface, qui a été également un défi rempli haut la main, mais qui a été difficile. Voilà, magnifique photo et bon souvenir en tout cas. En tout cas, Mathieu, tu as parlé de ta chaîne. Eh bien, je vous invite, tous ceux qui nous ont écoutés, eh bien, à aller visiter la chaîne de Mathieu, l'explorateur du ciel. Il fait donc de très belles vidéos sur tous les corps du système solaire. En tout cas, eh bien, on vous remercie à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Et donc, eh bien, n'hésitez pas à fouiller notre chaîne pour avoir d'autres contenus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker nos vidéos, à laisser des commentaires aussi, c'est toujours très appréciable. En tout cas, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous. Et donc, on se dit à une prochaine pour de nouvelles vidéos.